Je préfère que ce soit plus interactif que ça. Mais bon, pandémie oblige, Covid oblige, donc on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc, on va essayer d'être le plus clair, le plus clair possible. Excusez-moi, 2 minutes. Donc, Docteur Jamy, vous avez fait avec Docteur Jamy la première partie, c'était la prise en charge de l'asthme au long cours. Là, on va parler de la prise en charge de l'asthme, euh, de l'asthme, excusez-moi, excusez-moi, très bien. Donc, on va parler de la prise en charge dans l'urgence. Donc, notre plan, on va commencer par les définitions. On va définir ce que c'est qu'une crise d'asthme, on va définir aussi ce que c'est qu'une exacerbation. On va voir comment poser le diagnostic, bien que l'on a la crise, le diagnostic, donc il est relativement, diagnostic positif est relativement très, très simple. On va parler de la prise en charge aussi, donc comment évaluer la gravité qui est le moment clé dans la prise en charge donc, de la crise ou de l'exacerbation d'asthme, l'identification du facteur déclenchant, le traitement proprement dit, la réévaluation après traitement, après avoir instauré le traitement, et le retour à domicile et le suivi ultérieur. Le retour à domicile, comment il doit être fait. Ensuite, la pension. Ça passe pas. Très bien. Alors, comment peut-on définir une crise d'asthme? Une crise d'asthme est un épisode d'accès paroxystique de dyspnée lié à une obstruction des voies aériennes. C'est une aggravation aiguë, subaiguë des symptômes et une détérioration de la fonction respiratoire par rapport à l'état habituel du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? L'asthme, c'est une maladie chronique dont l'évolution est émaillée d'exacerbation ou de crise. L'exacerbation, c'est quoi? C'est la majoration des symptômes respiratoires habituels et de l'obstruction bronchique de plus de 48 heures. Donc, finalement, c'est quoi la différence entre une crise et une exacerbation? Et une crise, c'est une crise, c'est ponctuel, elle vient, elle repart comme elle est venue soudainement. L'exacerbation, c'est lorsqu'on a donc une détérioration de l'état respiratoire de base et que cette détérioration, elle dure plus de 48 heures. Lorsqu'elle dure à plus de 48 heures, dans ce cas, on parle d'exacerbation d'asthme. Cette exacerbation d'asthme, elle est dite sévère lorsqu'elle nécessite une corticothérapie orale ou bien une visite aux urgences ou bien une hospitalisation carrément. Le diagnostic positif, comment peut-on poser le diagnostic positif de la crise d'asthme? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est relativement simple quand on assiste à la crise. Donc, elle peut survenir de manière aiguë, la crise, mais elle peut également aussi être précédée d'une période dite de perte de contrôle, où il va y avoir une modification des symptômes habituels, donc vus pendant l'asthme lorsqu'il est stabilisé, notamment par exemple aggravation ou bien apparition carrément d'une dyspnée d'effort, parce que bon, il faut savoir que contrairement à la BPCO, la période intercritique, généralement, elle est asymptomatique chez le patient asthmatique, contrairement au bronchopathe, où il garde toujours une dyspnée d'effort, même lors de la période intercritique, c'est-à-dire entre les exacerbations de BPCO. L'asthmatique, non. Donc, lorsqu'il y a une apparition soudaine d'une dyspnée d'effort, normalement, ça doit suffire pour tirer une sonnette d'alarme et pour prédire justement la survenue d'une crise ou bien carrément détérioration pendant plus de 48 heures, donc une exacerbation d'asthme. Apparition ou modification d'une toux, majoration de l'expectoration, des réveils nocturnes plus que d'habitude et une sensation d'oppression thoracique nécessitant un recours accru au traitement de secours. Tous ces symptômes définissent ce qu'on peut appeler une perte de contrôle de l'asthme. Cette perte de contrôle de l'asthme doit être suffisante pour nous inciter à tirer la sonnette d'alarme et d'attendre justement la survenue d'une crise d'asthme ou bien une exacerbation d'asthme. Le diagnostic positif, finalement, il est relativement simple et très, très simple puisqu'il repose sur des éléments cliniques et des éléments fonctionnels. Les éléments cliniques, c'est la dyspnée, c'est
les sibilants aussi et les signes de détresse respiratoire qu'on connaît tous et des fonctionnels, ils reposent essentiellement sur la mesure du DEP. Donc finalement, pour poser le diagnostic positif d'une crise d'asthme ou bien d'une exacerbation d'asthme, on n'a pas besoin de radio, on n'a pas besoin de CG, on n'a pas besoin d'examen biologique, on a besoin uniquement d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique et aussi une mesure du DEP qui doit être systématique à chaque fois que possible parce que parfois la crise elle est tellement importante et tellement sévère qu'on est dans l'incapacité, le patient il est dans l'incapacité de réaliser une mesure du DEP. En cas de signe respiratoire pas net, la documentation d'une obstruction majeure permet de faire diagnostic d'asthme aigu grave. Justement, parfois, le diagnostic de la sévérité il peut reposer sur le DEP. Pourquoi? Parce que la clinique n'est pas très parlante. Donc, la clinique n'est pas suffisante justement pour pouvoir classer donc, la crise ou l'exacerbation, la crise d'asthme. Dans ce cas, c'est le DEP qui permettra de finaliser cette classification. Une valeur qui est inférieure à 30% de la valeur théorique témoigne de la sévérité de l'obstruction bronchique. Donc, et la mesure du DEP doit toujours être contrôlée après traitement parce que c'est un des critères principaux de l'évaluation de la réponse au traitement initial. Lorsqu'on instaure un traitement, on va voir tout à l'heure, lorsqu'on instaure un traitement pour évaluer justement la réponse au traitement, parce qu'elle peut être complète, elle peut être incomplète, comme il peut ne pas y avoir carrément de réponse ou bien aggravation. Comment peut-on évaluer justement cette réponse au traitement? Il y a la clinique, certes, mais il y a aussi la mesure du DEP. C'est pour ça qu'il doit être mesuré avant d'instaurer le traitement pour l'évaluation de la sévérité de la crise. Il doit être mesuré aussi systématiquement après avoir installé donc, un traitement pour pouvoir évaluer, si on veut, la qualité de la réponse par rapport au traitement instauré. Le diagnostic différentiel est très important parce qu'on a l'habitude de dire que tout ce qui siffle n'est pas asthme. Ce que vous avez fait, donc l'asthme maladie, Dr Jamil vous a expliqué qu'il y a des diagnostics différentiels à éliminer avant de retenir le diagnostic d'asthme bronchique. Même chose par rapport à l'exacerbation ou bien la crise d'asthme. Donc il y a des diagnostics justement à éliminer, notamment les exacerbations de BPCO. C'est très fréquent. Parfois, il peut y avoir des patients. Ça veut dire que, par exemple, vous avez un homme d'âge moyen 50 ans avec un long passé tabagique. Parfois, c'est très difficile de faire la part des choses entre le diagnostic d'asthme bronchique et de BPCO. Il y a tout un sorte d'arguments qui permettent de faire la part des choses par rapport au diagnostic. Donc, c'est important de diagnostiquer donc, la crise d'asthme de l'exacerbation de BPCO parce que finalement, ce n'est pas du tout la même prise en charge. C'est important de différencier d'un œdème aigu du poumon par rapport à, par exemple, secondaire, une déférence du poumon gauche, une déférence du cœur gauche et une insuffisance ventriculaire gauche. Même dans l'œdème aigu du poumon, il peut y avoir une hyperactivité bronchique. À cause de cette hyperactivité bronchique, automatiquement, lorsque vous posez le stéthoscope et vous auscultez votre patient, vous pouvez avoir des sibilants carrément. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui siffle n'est pas asthme. Quand vous entendez des sibilants, ce n'est pas nécessairement une crise d'asthme. Donc, d'où la nécessité de faire un bon diagnostic différentiel et d'éliminer les autres causes parce que vous voyez ici, donc, on a même les dilatations de branches en poussée de surinfection, les exacerbations sur fibrose, etc. Tous ces diagnostics ne relèvent pas plutôt de la même prise en charge thérapeutique que la crise d'asthme. Donc, c'est très important de faire la part des choses entre la crise d'asthme et les différentes autres pathologies. Ensuite, on va parler de la prise en charge. La première étape de la prise en charge, c'est l'évaluation de la gravité. Finalement, l'évaluation de la gravité constitue l'examen clé, plutôt le temps clé de la prise en charge de l'asthme au long cours. Comment vous allez faire par rapport à l'évaluation de la dans la prise en charge de l'asthme dans le cadre de l'urgence. Donc, vous avez 4 degrés de sévérité. Vous avez la crise légère, vous avez la crise modérée, vous avez la crise sévère et vous avez l'arrêt respiratoire imminent. La sévère et l'arrêt respiratoire imminent, dans ce cas, on parle d'asthme aigu grave. Vous avez la crise légère et la crise modérée. Sur quels paramètres peut-on classer justement les crises? On peut les classer sur plusieurs paramètres, notamment la difficulté respiratoire, l'expression orale et la vigilance, la fréquence respiratoire, la contraction des muscles accessoires et tirage susternal, la pulsation, les sibilants, l'existence de sibilants, pulsation,
par minute, le DEP, éventuellement gazométrie et saturation quand elles sont disponibles. Donc, juste à titre d'exemple, par exemple, donc pour le patient qui se présente en crise d'asthme légère, donc il peut venir en marchant, il peut s'allonger sans problème sur le dos, parce que la crise d'asthme elle est modérée. Donc en parlant, donc il est disponible en parlant, il préfère être assis lorsqu'il s'agit d'un asthme aigu grave. Dans ce cas, le patient, donc, il reste assis et penché en avant. Il ne peut pas, il ne peut en aucun cas s'allonger. Pour l'expression orale, par exemple, pour les crises d'asthme légère, donc il peut converser plus ou moins normalement. C'est un patient qui aura un bon débit d'élocution, alors que lorsqu'il s'agit d'une crise modérée ici, donc le patient, donc il va parler en phrases hachées. Et lorsqu'il s'agit d'un asthme aigu grave, soit qu'il ne peut pas du tout parler, soit qu'il parle, soit qu'il est somnolent confus, soit qu'il parle, par exemple, en mots, il est obligé d'halter, il est en train d'halter, donc il ne peut pas faire quand même des phrases complètes, ainsi de suite. Donc, vous avez le tableau ici qui récapitule, qui récapitule et qui va vous aider à comment donc classer votre crise. S'il s'agit d'une crise légère, modérée, sévère et respiratoire imminent, parce que la prise en charge thérapeutique va reposer, on va la voir tout à l'heure, elle va reposer sur cette classification. Par contre, il y a des signes de gravité extrême qui doivent attirer l'attention. C'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il nécessite une intubation. Il nécessite donc une ventilation invasive. Par exemple, un patient qui présente des troubles de la conscience, un patient qui présente des pauses respiratoires aussi, un patient qui présente un collapsus, par exemple, un silence auscultatoire lorsque vous mettez le stéthoscope et que vous n'entendez rien du tout, lorsqu'il a une respiration abdominale paradoxale, lorsqu'il a, par exemple, vous avez fait une gazométrie, vous avez réussi à faire une gazométrie et qu'il a une PaCO2 qui est supérieure ou égale à 50 mm de mercure, ça c'est des signes de gravité extrême, des critères d'alarme qui peuvent nécessiter carrément une intubation du patient pour le tirer d'affaire. Le risque de décès, dépend de plusieurs paramètres. Tous ces paramètres ici sont importants à rechercher chez un patient à chaque fois que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont statistiquement associés à un risque de décès accru. Et les paramètres, les caractéristiques, ils peuvent intéresser le profil du patient, ils peuvent intéresser le profil de la réponse initiale au traitement. Les caractéristiques du patient, c'est le sujet jeune, plus le patient est jeune, plus le risque de décès par crise d'asthme ou par exacerbation d'asthme est accru. La mauvaise perception de la gravité de la maladie. Les femmes d'âge moyen, c'est statistiquement associé justement à un risque de décès accru. Un contexte social difficile, quelqu'un qui est isolé socialement, un SDF par exemple. Donc, toutes ces personnes qui sont fragiles, qui sont isolées socialement, peuvent présenter un risque de décès accru par crise d'asthme. Un faible niveau d'éducation, très très important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est instruit, parce que vous avez vu, lorsque vous avez fait la prise en charge de l'asthme au long cours, il y a une bonne partie de la prise en charge qui n'est pas pharmacologique si on veut. Ça veut dire qu'il faut apprendre au patient, il faut l'éduquer, il faut apprendre au patient, il faut qu'il arrive à comprendre sa maladie, il faut qu'il arrive à gérer aussi la maladie. Donc, plus le niveau d'instruction et d'éducation est augmenté, plus le message passera facilement. Et plus et vice-versa, plus et l'inverse. Donc, plus le niveau d'éducation et le niveau d'instruction est bas, plus le message passera difficilement et dans ce cas, donc, il y aura une insuffisance de prise en charge. Donc, automatiquement, le risque de décès sera accru. La faible compliance au traitement, la pathologie psychiatrique, la toxicomanie, le tabagisme, la pathologie cardiaque ou pulmonaire associée, le refus de la maladie aussi, le déni de la maladie aussi est lié donc, à un risque de décès accru. On le voit tout le temps en consultation, lorsqu'on parfois il y a des patients qui présentent des profils psychologiques particuliers. Lorsque on leur annonce par exemple un asthme bronchique, ils font dans l'âme, c'est comme si on leur a annoncé leur mort imminente. Et je ne sais pas, pourtant c'est une maladie bénigne qui est très très bien prise en charge actuellement. Donc ils font dans l'âme, ensuite généralement ils pas. Donc, ils refusent leur maladie. C'est un facteur de risque aussi d'asthme grave et de risque de décès accru, si on veut. Et la corticophobie aussi.
Donc, il y a des caractéristiques qui sont liées à la maladie elle-même et qui peuvent donc constituer des facteurs de risque d'asthme aigu grave aussi. C'est la variabilité circadienne du DEP. Variabilité circadienne, c'est-à-dire au cours de la journée. La corticothérapie orale au long cours, l'augmentation des doses de bêta-2 stimulants. Le traitement est suivi inadéquat avec recours fréquent aux urgences, d'où la nécessité, parce que la condition sine qua non dans la prévention de la survenue de ces crises d'asthme, c'est la prise en charge donc de la maladie asthmatique, la prise en charge adéquate de la maladie asthmatique à l'état stable. Absence de traitement de fond par CSI ou mauvaise observance du traitement par les corticostéroïdes inhalés, contrairement à la BPCO. Je pense que vous avez fait la BPCO. La BPCO, le support de la prise en charge de la BPCO, que ce soit en état stable ou bien dans le cas de l'urgence, c'est les bronchodilatateurs, alors que le support, si on veut, ou le pivot de la prise en charge de l'asthme stable, c'est les corticostéroïdes inhalés, d'où la nécessité de faire la part des choses entre asthme et BPCO. Ce n'est pas du tout la même prise en charge, que ce soit à l'état stable ou bien à l'état, ou bien dans le cadre de l'urgence. Les hospitalisations fréquentes aussi, notamment en réanimation, ventilation mécanique, pneumothorax, pneumomédiastin, tout ça, ça constitue des facteurs de risque. Et l'absence de réponse au traitement initial vous avez un facteur de risque aussi d'asthme aigu grave. Alors, ensuite, il faut toujours, après avoir évalué la gravité de la crise, il faut toujours essayer d'identifier le facteur déclenchant parce que le plus souvent, pour ne pas dire toujours, il y a toujours un facteur déclenchant de cette crise ou bien de cette exacerbation. Il y a l'absence et l'arrêt du traitement de fond ou observance insuffisante. Absence ou arrêt du traitement de fond ou observance insuffisante. Les infections respiratoires, le plus souvent, ils sont d'origine virale. Donc, il y a, bon, c'est là actuellement, comment dire, donc avec le SARS-CoV, il faut faire très très attention. Donc, déjà l'infection elle-même elle est vraiment grave. Et si ça se complique aussi d'exacerbation d'asthme ou de crise d'asthme, bon, dans ce cas, donc, l'exposition à un allergène respiratoire, plus rarement alimentaire, aussi, ça peut constituer un facteur déclenchant d'une crise d'asthme. L'exposition à des irritants non spécifiques, tabac, cannabis, pollution atmosphérique, produits ménagers irritants d'origine professionnelle et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les bêta-bloquants. La prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens peut entrer dans ce qu'on appelle la triade de Vidal, c'est-à-dire qui est associée à asthme, allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, les Voltaren, l'aspirine par exemple, et aussi la polypose nasale, ce qu'on appelle la triade de Vidal. Donc, ils peuvent constituer aussi des facteurs déclenchants de crise d'asthme ou d'exacerbation d'asthme. Ensuite, le traitement proprement dit. Le traitement proprement dit. Les objectifs du traitement, c'est restaurer l'état clinique et fonctionnel en levée initiale, en levant l'obstruction bronchique. Prévenir la rechute précoce et en traitant l'inflammation. Les moyens thérapeutiques qu'on peut utiliser justement pour traiter l'asthme dans le cas de l'urgence, on utilise les bêta-2 agonistes d'action rapide par voie inhalée, c'est-à-dire en spray, jamais seul, jamais en aérosol doseur seul, toujours en chambre d'inhalation ou bien en nébulisation, sachant que l'aérosol doseur, l'utilisation de l'aérosol doseur en chambre d'inhalation avec chambre d'inhalation est parfaitement équivalente à l'utilisation des bêta-2 agonistes en nébulisation. Ça a été évalué. Il n'y a pas donc un surplus, une plus-value à utiliser la nébulisation par rapport au spray avec chambre d'inhalation. Les deux techniques sont parfaitement équivalentes, l'aérosol doseur, à condition qu'il soit utilisé donc, dans une chambre d'inhalation. On peut être amené à utiliser aussi les bêta-2 agonistes par voie générale, c'est-à-dire la terbutaline en sous-cutanée, la bricanil et le salbutamol en perfusion. On peut utiliser aussi les anticholinergiques en association à ces bêta-2 agonistes d'action rapide, l'anticholinergique durée d'action, tel que le bromure d'ipratropium qui peut être utilisé en aérosol doseur avec chambre d'inhalation, même principe que par rapport aux bêta-2 agonistes, ou bien en nébulisation. Il existe donc des ampoules qui sont dosées à 0,25 mg, à 0,50
mg. Leur association est vraiment bénéfique pour le traitement de l'asthme dans le cadre de l'urgence. Les corticoïdes sont utilisés par voie systémique. Donc, la voie systémique, la voie orale, la voie péros, justement, elle est préférée à la voie parentérale à chaque fois, qu'elle est possible. Donc, elle est équivalente à la voie parentérale, c'est-à-dire qu'on utilise la voie parentérale uniquement lorsqu'on n'arrive pas à utiliser la voie péros. C'est pour ça que quand on verra tout à l'heure, lorsqu'on fera les indications thérapeutiques, dans la crise d'asthme modéré, le patient il arrive à avaler, donc il vaut mieux utiliser les corticoïdes par voie péros, et les corticoïdes par voie intraveineuse sont uniquement réservés à l'asthme aigu grave, c'est-à-dire la crise d'asthme sévère ou bien carrément l'arrêt respiratoire imminent. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que le patient n'arrive pas à avaler. C'est juste pour dire que, donc, pour mettre le point sur le fait que la voie péros et la voie intraveineuse question efficacité sont équivalentes. Donc, on utilise à chaque fois que c'est possible la voie péros. La voie intraveineuse est réservée uniquement lorsque la voie péros n'est pas utilisable, si on veut. Donc, on peut utiliser d'autres médicaments aussi, mais ils sont généralement réservés aux services de soins intensifs tels que l'adrénaline. On peut utiliser aussi le sulfate de magnésium. Même la théophiline peut être utilisée, bien que la théophiline, il faut l'utiliser avec pincette. Pourquoi? Parce que la marge thérapeutique est vraiment étroite, c'est-à-dire la dose efficace et la dose toxique ne sont pas très loin. Et on connaît tous donc les accidents de la théophiline qui peuvent être très graves, qui peuvent aller carrément à l'arrêt cardiaque et provoquer donc le décès par arrêt cardiaque, donc lorsqu'il y a un surdosage. Les indications thérapeutiques, donc le traitement de l'asthme au long cours, il repose sur trois principes. Donc trois principes, il y a la bronchodilatation, donc pour lutter contre le bronchospasme, la corticothérapie pour lutter contre l'inflammation, justement, elle est très importante pour éviter les rechutes précoces, et l'oxygénation, plus ou moins la ventilation mécanique, pour lutter contre la détresse respiratoire. Donc, devant une crise d'asthme, normalement, le patient doit être maintenu donc en observation pendant minimum, donc pendant 1 heure minimum, maximum 3 heures. La crise d'asthme bénigne, comment on va la traiter? On va la traiter tout simplement commence toujours par 4 bouffées de bêta-2 sympathomimétique et laisser le temps au bêta-2 sympathomimétique donc d'agir, c'est-à-dire que le patient doit être évalué au bout de 20 minutes. Si vous voyez qu'il répond favorablement, qui a un DEP qui est supérieur à 80%, donc à ce moment-là, vous pouvez le garder en observation et le libérer au bout d'1 heure, donc avec une ordonnance de sortie, donc qui doit comporter uniquement des bêta-2 sympathomimétiques pendant 1 semaine. C'est tout. Si la réponse elle est incomplète, son DEP reste inférieur à 80%, à ce moment-là, vous renouvelez, si on veut, vous renouvelez la prise de bêta-2 sympathomimétique. Donc, vous voyez les 4 bouffées de bêta-2 sympathomimétique. Donc, pendant la première heure, donc, il doit recevoir 3 fois 4 bouffées, c'est-à-dire 12 bouffées en tout. Et à chaque fois, il y a une évaluation au bout de 20 minutes. Et si le patient répond favorablement, automatiquement, il peut être libéré chez lui avec cette ordonnance qui doit comporter uniquement des bêta-2 sympathomimétiques. Si, au bout de la 3e prise, la première heure, c'est-à-dire donc 1 heure après l'arrivée aux urgences. Donc, vous voyez par exemple qu'il ne répond pas correctement. À ce moment-là, vous pouvez doubler la dose à 8 bouffées chaque 20 minutes. Si le patient ne répond pas correctement, c'est-à-dire qu'il reste avec un DEP qui est inférieur à 80% à la 2e heure, automatiquement, vous devez considérer le degré de gravité supérieur, c'est-à-dire que vous devez prendre en charge le patient comme s'il présentait une crise d'asthme modérée, donc une crise d'asthme bénigne qui ne répond pas au traitement initial et considérée comme étant une crise d'asthme modérée, elle doit être prise en charge de la sorte. Et comment on doit prendre en charge la crise d'asthme modérée? Voilà, on utilise les bêta-2 sympathomimétiques en association même aux anticholinergiques, on peut utiliser aussi les anticholinergiques, et ou la terbutaline en sous-cutanée, plus une corticothérapie par voie péros. Ça, c'est le traitement initial, c'est-à-dire que le patient il est arrivé dans le cas de l'urgence, vous l'avez évalué, vous l'avez classé en crise d'asthme modérée, voilà le traitement initial vous devez instaurer et vous devez normalement évaluer
Même chose au bout de 20 minutes. Et là, à ce moment-là, vous avez des évaluations à faire. Si votre patient répond favorablement, c'est-à-dire qu'il y a une disparition des symptômes et qu'il y a donc avec un DEP qui remonte à plus de 70%, on considère que la réponse elle est complète. Donc automatiquement, vous pouvez libérer le patient, sachant qu'il doit être gardé en observation pendant minimum 3 heures, au maximum 6 heures. C'est-à-dire que s'il y a une réponse complète au traitement initial, vous pouvez libérer votre patient à domicile. Mais là, l'ordonnance de sortie, si vous avez vu s'il s'agissait d'une crise d'asthme bénigne, automatiquement le patient il doit être libéré avec des bêta de sympathomimétiques à domicile seulement. Mais s'il s'agit d'une crise d'asthme modérée, automatiquement pour éviter justement les rechutes précoces, normalement l'ordonnance de sortie doit comprendre des bêta de sympathomimétiques, mais avec une corticothérapie féroce à la dose de 0,5 mg par kilo par jour, sans dépasser quand même les 40 mg pendant une semaine. Si la réponse elle est incomplète, c'est-à-dire qu'il y a une symptomatologie clinique avec un DEP qui ne dépasse pas les 70%, à ce moment-là, vous avez le schéma de la deuxième heure, ça veut dire que vous renouvelez la dose de corticoïdes et, ou plutôt pas la dose de corticoïdes, vous renouvelez la dose de bêta de sympathomimétique, donc vous la doublez à 8 bouffées pendant 20 minutes. Et si vous voyez que le patient soit qu'il s'aggrave, soit qu'il ne s'améliore pas suffisamment avec un DEP qui reste inférieur à 70%, à ce moment-là, vous devez considérer justement donc le degré de sévérité supérieure, c'est-à-dire que vous devez prendre en charge votre patient comme s'il s'agissait d'une crise d'asthme sévère ou bien un asthme aigu grave. C'est quoi le protocole de la prise en charge de l'asthme aigu grave? Déjà que le patient, normalement, vous devez le garder aux urgences pendant minimum 6 heures, 12 heures, à condition qu'il répond correctement. C'est quoi votre traitement initial? C'est-à-dire que vous avez reçu votre patient dans le cadre de l'urgence, vous avez évalué, vous l'avez classé en crise d'asthme sévère. Qu'est-ce que vous devez mettre? Vous devez toujours mettre une oxygénothérapie à la sonde nasale ou à défaut des lunettes nasales à forte dose 6-8 litres pour maintenir une saturation qui doit être supérieure à 95%. Vous devez mettre des bêta-2 mimétiques en nébulisation en aérosol 10 à 15 PV, plus des anticholinergiques renouvelables toutes les 20 minutes pendant la première heure d'hospitalisation, puis toutes les 4 heures. Et vous devez mettre, on l'a dit tout à l'heure, des corticoïdes là. C'est une crise d'asthme sévère, donc automatiquement le patient n'arrive pas à avaler. Dans ce cas, vous devez mettre une corticothérapie par voie intraveineuse, c'est-à-dire le méthylprédnisolone, le solimédrol, à la dose de 1 mg par kilo toutes les 6 heures. Vous avez une réévaluation clinique plus une mesure du DEP. Donc, après l'instauration de ce traitement initial, vous aurez 3 possibilités de réponse. Soit que la réponse est complète, soit que la réponse est incomplète, il y a une réponse quand même, mais elle est incomplète, soit qu'il n'y a pas de réponse ou bien carrément il y a une aggravation. Si la réponse elle est complète avec un DEP qui est supérieur à 70%, automatiquement, vous pouvez libérer le patient à domicile. Vous ne pouvez pas le libérer avant 6 heures, donc dans ce cas, le patient doit rester sous surveillance dans le pavillon des urgences pendant minimum 6 heures, pendant maximum 12 heures. Il doit retourner à domicile, donc avec une ordonnance de sortie qui doit comporter des bêta-2 agonistes et une corticothérapie féroce, même chose, à 0,5 mg par kilo par jour, sans dépasser les 40 mg pendant 5 jours. Si la réponse elle est incomplète, c'est-à-dire qu'il reste quand même symptomatique, mais au bout d'1 heure à 2 heures quand même, il ne faut pas attendre. Et si le DEP il est à 50%, il varie entre 50 et 70%, là il y a une réponse, mais elle est incomplète. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à hospitaliser le patient dans un service de médecine et poursuivre le même traitement. Jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration, c'est-à-dire une réponse complète, puis le renvoyer chez lui avec la même ordonnance de sortie. Dans ce cas, mais en cas d'aggravation, ou bien lorsque le DEP il reste inférieur à 50%, dans ce cas, le patient doit relever. C'est-à-dire qu'il faut considérer toujours le degré de sévérité supérieur, c'est-à-dire que c'est un patient normalement qui doit transférer donc, dans un service de soins intensifs pour prise en charge. Et en plus du traitement de ce traitement, c'est-à-dire l'oxygène, les
les corticoïdes, on peut prescrire du sulfate de magnésium, on peut prescrire de l'adrénaline, on peut prescrire de la théophylline en perfusion aussi, et éventuellement une assistance respiratoire s'il y a des critères d'alarme qui imposent une intubation orotrachéale. Juste une chose, je veux soulever ça veut dire que quand vous prenez en charge donc une crise sévère, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 heure, 2 heures ou 6 heures pour décider. Ça veut dire que vous êtes juste à côté de votre patient. Si vous voyez qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, le patient est en train de s'aggraver, donc vous avez instauré votre traitement initial et que vous voyez en même temps que votre patient il est en train de s'aggraver. Vous n'avez pas intérêt à attendre, par exemple, 1 heure, 2 heures. Il faut toujours considérer si on est en train de s'aggraver, ça veut dire que le pronostic vital est mis en jeu à court terme, à très, très, très court terme. Donc, il faut pas hésiter donc, à organiser, si on veut, donc, le transfert de votre patient dans un service, dans un service de soins intensifs pour qu'il soit pris en charge, sans oublier d'instaurer un traitement adéquat et maximum. Les critères d'hospitalisation, comment vous allez choisir le lieu de prise en charge de votre patient. Le patient, quels sont les patients asthmatiques qui doivent être hospitalisés dans un service de soins intensifs? Ce sont les patients qui présentent des crises avec signes d'arrêt respiratoire imminent directement à l'arrivée. Ce sont des patients qui présentent des crises sévères qui s'aggravent sous traitement, soit qu'il arrive avec des critères d'alarme, et dans ce cas, normalement, le patient doit passer directement dans un service de soins intensifs. Ça veut dire que vous mettez les soins d'urgence et vous organisez le transfert médicalisé de votre patient dans un service de soins intensifs, soit que c'est une crise sévère pour laquelle vous avez instauré un traitement et que vous voyez que le patient est en train de s'aggraver. À ce moment-là, donc, vous organisez aussi le transfert de votre patient dans un service de soins intensifs ou bien malade à haut risque avec une crise sévère dont l'état ne s'améliore pas sous traitement avec des DEP qui est inférieur à 30%. Dans ce cas aussi, il ne faut pas hésiter à transférer votre patient dans un service de soins intensifs. L'hospitalisation dans un service d'urgence pendant 6 à 12 heures, donc on l'a dit, c'est uniquement la crise sévère avec un DEP qui est inférieur à 50%. Dans ce cas, il faut laisser votre patient pendant 6-12 heures dans un service de soins, dans un service d'urgence. Si au bout de 6 à 12 heures, vous avez réglé le problème de la crise sévère, vous avez obtenu une réponse complète, dans ce cas, vous pouvez carrément libérer le patient sans qu'il passe par un service d'hospitalisation. Ça veut dire que vous libérez directement du pavillon des urgences, directement à domicile avec l'ordonnance de sortie, ou bien une crise modérée chez un patient à haut risque. Ça veut dire que vous avez, cliniquement, vous avez évalué, si on veut, vous avez évalué la crise comme étant une crise modérée, mais que votre profil de patient, profil de la maladie asthmatique elle-même, donc le patient présente des critères de haut risque ou bien des critères de risque d'asthme aigu grave qui sont statistiquement liés à un risque de décès accru. Dans ce cas, vous êtes obligé de garder votre patient en observation dans le pavillon des urgences pendant 6 à 12 heures et au bout de ces 6 à 12 heures, vous allez décider de son devenir, soit qu'il passe en hospitalisation, soit qu'il passe en soins intensifs, soit qu'il repart à domicile. L'hospitalisation dans un service de pneumologie ou de médecine au-delà de la 12e heure, c'est-à-dire uniquement les crises d'asthme avec une réponse incomplète. Ça veut dire que vous avez reçu votre patient en crise d'asthme sévère, vous avez mis le traitement initial, vous avez évalué, vous l'avez gardé en observation pendant 6 à 12 heures. Au bout de ces 6 à 12 heures, le patient ne s'est pas aggravé, certes, donc il ne relève pas d'une prise en charge d'un service de soins intensifs. Et en même temps, vous n'avez pas obtenu une réponse complète. Donc, vous ne pouvez pas envoyer le patient à domicile avec l'ordonnance de sortie. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Normalement, on ne va pas rester indéfiniment dans le service, dans le pavillon des urgences. Vous avez organisé son transfert dans un service d'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire un service soit de pneumologie, tout simplement un service de médecine. N'importe quel service peut prendre en charge ce genre de patient. Donc, les crises sévère avec réponse incomplète et un DEP qui est entre 50 et 70% après traitement d'urgence adéquat. Le retour à domicile, si le DEP est supérieur à 70%, donc est envisagé, si le DEP au terme de votre prise en charge, vous avez réussi à obtenir, si on veut un DEP qui est supérieur à 70%, vous pouvez autoriser votre patient à retourner à son domicile.
avec une ordonnance de sortie très, très importante, parce qu'il est proscrit de libérer des patients qui ont présenté même une crise sévère, même une crise bénigne. Parce qu'avec une crise bénigne, normalement, il doit retourner, certes sans corticothérapie péros, mais avec une ordonnance qui doit comporter des bronchodilatateurs courte durée d'action en 4 à 6 prises par jour. Mais si c'était une crise d'asthme modérée, une crise d'asthme sévère, si vous les libérez à domicile, automatiquement, votre ordonnance doit comporter, en plus des bêta-2 agonistes de courte durée d'action, 4 à 6 prises par jour, une durée minimale de 5 jours, doit comporter une corticothérapie péros, donc la prédnisolone 1 mg par kilo équivalent, et une corticothérapie inhalée associée à des bronchodilatateurs longue durée d'action en association. Il faut toujours rappeler aux patients parce que, bon, il a fait donc une exacerbation, une crise, donc automatiquement, il faut profiter au moment où il repart chez lui, de lui rappeler la prévention des facteurs déclenchants très très importants, lui expliquer quels sont les facteurs qui sont susceptibles de déclencher une exacerbation, une crise d'asthme, et qu'il faut qu'il les prévienne quand même. La qualité, l'importance de la qualité de son suivi, et des conseils pour la gestion de son traitement de fond et de ses crises. Il faut profiter de ces périodes de crise ou d'exacerbation justement pour lui rappeler le BABA, la prise en charge de l'asthme au long cours, et d'apprendre aux patients aussi les principes de l'autosurveillance, et un dispositif de mesure du DEP doit lui être prescrit à son départ à domicile. La prévention est très très importante pour justement prévenir donc, dans le cadre de l'urgence. Donc, la nécessité d'un suivi adéquat, très, très important. Une prise en charge correcte de l'asthme maladie va empêcher le passage de cet asthme aux urgences, justement. Un traitement de fond, il doit être suffisant, ni sous-estimé, ni surestimé. Il faut lui donner juste ce qu'il lui faut. Le réajustement thérapeutique en cas de perte de contrôle, lorsque vous voyez, parce que bon, il y a la période de perte de contrôle qui est annonciatrice de l'exacerbation de la crise. Pendant cette période de perte de contrôle, il faut réajuster le traitement. Il faut voir une escalade, par exemple, une escalade thérapeutique. Il ne faut pas hésiter à faire cette escalade thérapeutique justement pour barrer la route justement à la survenue de cette exacerbation ou de cette crise. Et apprendre aux patients à reconnaître une crise potentiellement grave. Ça, c'est très, très important parce que prendre en charge, c'est lui. Et je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je suis là pour répondre. Hein. Pas de problème. Monsieur, j'ai une question. Oui, très bien. Comment on peut différencier entre une exacerbation du BPCO et d'ADS? Exacerbation d'ADS. Parfois, c'est très simple, mais parfois, c'est très, très difficile. Même nous, parfois, on n'arrive pas à faire la part des choses. Pour faire la part des choses entre une exacerbation d'asthme et une exacerbation de BPCO, déjà, il faut faire la part des choses entre l'asthme maladie et la BPCO maladie. Donc, si vous avez, par exemple, un patient jeune, il dit comme, je ne sais pas, il vient dans le cadre de l'urgence, il est jeune, il a 20 ans, par exemple, sans aucun antécédent ou bien sans aucun facteur toxique ou bien du tabac ou bien du cannabis, aucun facteur de risque par rapport à la BPCO, et que vous avez une clinique qui est vraiment, vraiment éducatrice d'asthme, là, le diagnostic, il est simple, hein, parce que le bronchopathe, généralement, c'est un sujet 50, 60 ans d'âge moyen avec un très long passé tabagique, généralement consommation de cannabis et tout. Même la symptomatologie clinique n'est pas la même. Généralement, l'asthme, comment il évolue, il évolue par des crises, des exacerbations. Ça veut dire que la période intercritique, généralement, elle est asymptomatique. L'asthme, pendant la période intercritique, il est généralement asymptomatique. Il peut vaquer à ses occupations sans aucun problème, contrairement aux critiques, elle n'est pas asymptomatique. Au contraire, elle est vraiment riche. Vous avez la radio, parce que l'asthmatique aussi, donc l'asthmatique, généralement, sa radio, elle est normale. Elle est normale. Le plus que vous pouvez trouver sur une radio, c'est des signes de distension, alors que le bronchopathe n'est pas sa radio, elle est loin d'être normale. Donc, vous avez des petites astuces, il y a même la spirométrie. Parce que l'asthmatique, généralement, il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif. Et lorsque vous avez un trouble ventilatoire obstructif chez l'asthmatique, donc,
il est réversible sous bronchodilatateur. Alors que chez le bronchopathe, la condition sine qua non pour poser le diagnostic positif de la BPCO, c'est l'existence d'un déficit ventilatoire obstructif qui est non réversible ou bien partiellement réversible sous bronchodilatateur. Donc, vous avez des petites astuces comme ça pour faire la part des choses entre asthme et BPCO. Quand vous arrivez à faire la part des choses entre asthme, automatiquement, le diagnostic de l'exacerbation d'asthme, l'exacerbation de BPCO est simple. Mais parfois, c'est vraiment difficile parce que vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, un patient de 50 ans avec un long passé tabagique, mais vous avez une clinique qui est plus évocatrice d'asthme que de BPCO. Donc, il y a des patients borderline, si on veut, où le diagnostic est vraiment, vraiment difficile. Même une petite entité. Il y a plutôt une nouvelle entité qui a été décrite, c'est l'association des deux, ce qu'on appelle l'ACOS. C'est l'asthme COPD overlap syndrome, c'est-à-dire qu'un patient qui présente à la fois BPCO et asthme en même temps et qui relève aussi d'une prise en charge qui est spécifique à ça. Donc, juste pour revenir à ta question, pour faire la part des choses entre asthme, entre exacerbation d'asthme et exacerbation de BPCO, déjà, il faut faire la part des choses entre asthme maladie et BPCO maladie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Il ne faut pas hésiter. Pardon, monsieur. Oui. Est-ce que la spirométrie est indispensable pour affirmer que c'est une crise d'asthme en urgence? Sinon, la clinique, ça suffit. Non. Pour parler d'asthme dans le cadre de l'urgence, vous n'avez pas besoin d'aucun examen complémentaire pour poser le diagnostic positif. Vous n'avez pas besoin ni de radio, ni de CG, ni de bilan biologique, ni rien du tout. Vous avez besoin uniquement d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique et d'une mesure du DEP, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'une spirométrie pour poser le diagnostic d'une crise d'asthme. D'autant plus, généralement, que c'est des patients qui se présentent dans le cadre de l'urgence, c'est-à-dire que leur pronostic vital est mis en jeu à court terme. Vous n'allez pas vous amuser à faire des examens complémentaires sans lever l'urgence si on veut. Ça veut dire que même, ce n'est pas interdit de faire une radio. Ce qui est interdit, c'est de faire une radio au moment de l'arrivée du patient. Ça, c'est proscrit. C'est-à-dire que normalement, vous devez traiter l'urgence, vous devez obtenir l'amélioration du patient. Ensuite, vous pouvez penser à faire, par exemple, une radio. Par contre, la spirométrie n'est pas indiquée. Dans le cadre de la crise ou de l'asthme au long cours, elle n'est pas indiquée. Vous allez chercher quoi? Vous allez trouver automatiquement un déficit ventilatoire obstructif c'est-à-dire que ça ne vous apporte rien du tout. Ça ne vous apporte rien de plus. Même chose pour l'exacerbation de BPCO aussi. La BPCO et l'asthme, dans le cadre de l'urgence, le diagnostic positif repose essentiellement sur l'interrogatoire et un bon examen clinique. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Zed, ما تحشموش، faut en profiter. Allô. Est-ce que vous avez... Oui. Vous pouvez m'expliquer comment on mesure la DEP, l'outil qui permet de mesurer la DEP? Justement, bon, c'est pour ça, je pense que votre formation, bon, elle va trop amputer parce que c'est très, très, très important de faire la partie pratique. Je ne sais pas comment ils sont entendus pour la prise en charge sur le plan pratique parce que la médecine, normalement, ce n'est pas uniquement un enseignement théorique. C'est très, très loin d'être uniquement un enseignement théorique. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous expliquer, je n'ai rien sous la main ici. Est-ce que vous avez déjà vu un DEP, un pic flou? Non, jamais, personnellement, jamais. Dommage. J'aurais dû prévoir ça. Ouais, c'est un tube. Vous allez demander au patient de faire une inspiration profonde. Il va le mettre dans sa bouche. Il doit l'entourer. L'embout buccal doit l'entourer par ses lèvres. Il doit faire une expiration brutale. On voit, c'est le débit expiratoire de pointe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le plus haut débit que le patient est capable d'atteindre lors d'une expiration forcée. Le DEP a différencié du VMS parce que
généralement, les externes et même des résidents, ils font l'amalgame entre le DEP et le VMS. Est-ce que vous pouvez me répondre, c'est quoi la différence entre le DEP, le débit expiratoire de pointe, et le VMS? Est-ce que c'est la même chose déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me répondre, qui peut m'expliquer la différence entre les deux? C'est à moi de poser les questions. Allô? Allô? ما تحشموش. VMS pour une seconde. Pardon? Le VMS, c'est? C'est pour une seconde. Oui, et le DEP, c'est quoi? Je vais répondre. Donc, le VMS. Merci. Oui? Non, c'est toute l'expiration. Et au moment Pardon, de l'expiration maximale. Alors, je vais expliquer. Le VMS, le VMS, c'est le volume d'air qui est X pendant la première seconde sans forcer. Ça veut dire je fais une inspiration forcée, je monte jusqu'à la capacité pulmonaire totale. Et à partir de la capacité pulmonaire totale, qu'est-ce que je fais? Je fais une expiration brutale. Cette expiration brutale, le volume qui est expiré pendant la première seconde, il correspond au VMS. Alors que le DEP, ça n'a rien à voir. Le DEP, c'est le plus haut débit que j'ai pu atteindre. C'est ça le DEP. Ça veut dire que sur la courbe débit-volume que le docteur Jamil vous a montré, la courbe, les courbes débit-volume de tout à l'heure, je ne les ai pas ici sous la main. Sur les courbes débit-volume, le DEP, il correspond à la pointe de la courbe. C'est le plus haut débit que le patient puisse atteindre au cours d'une expiration forcée. Alors que le VMS, c'est un volume qui est expiré pendant la première seconde de l'expiration forcée, d'une expiration forcée. C'est ça la signification du DEP. Zeb. Si le DEP, Merci. c'est par rapport à DEP théorique, le pourcentage. Oui, bon, s'il a un DEP, c'est pour classer pour classer la crise, c'est ça? Oui, Pour classer, normalement, il doit être comparé par rapport au DEP, au meilleur DEP, le DEP de base, le DEP de base du patient. Normalement, lorsque vous le recevez, donc vous attendez à ce qu'il soit complètement stable, vous mettez un traitement, vous allez mesurer son DEP. Avec le DEP, lorsqu'il est vraiment stable, lorsqu'il est vraiment contrôlé, vous allez prendre ce DEP et vous allez considérer comme étant la référence pour ce patient. Et normalement, vous devez comparer le DEP pendant l'urgence par rapport à ce DEP de base. et le cas C'est bon? d'urgence, comment on peut savoir le DEP à état stable? Justement, c'est pour ça, bon, parfois c'est difficile. Ça, c'est à l'interrogatoire du patient, ou bien son entourage. Ils peuvent savoir, vous lui posez, tu lui poses la question simple, le meilleur DEP تاعك. Il peut répondre. Il y en a qui sont bien éduqués, ils sont bien instruits, ils connaissent bien leur maladie, donc automatiquement, ils connaissent son DEP. Si il ne connaît pas son DEP, automatiquement, tu peux le comparer par rapport à son DEP théorique. Il y a un tableau normalement, un tableau parce que bon, tu peux pas les retenir. Ce DEP, il varie en fonction du poids, en fonction du sexe, en fonction de la taille aussi. Ce n'est pas le même DEP pour tout le monde. Donc, une femme d'1,60 m pour 50 kg, par exemple, ce n'est pas le même DEP qu'un gaillard d'1,90 m pour 80 kg. Donc, automatiquement, si vous n'avez pas le meilleur DEP, le DEP de base, vous pouvez le comparer par rapport au DEP théorique, bien que ça peut être source de mauvaises appréciations, si on veut. Parce que le meilleur DEP du patient ne correspond pas forcément au DEP théorique de ce patient. Il peut être moins ou plus. C'est bon? Oui, monsieur, merci. يعطيك الصحة. زيد. Allô? Allô, allô? Il n'y a pas de question. Couche. Zama. ما تحشموا. C'est bon? S'il n'y a pas de questions, donc je vais couper la communication. C'est bon? Je vous remercie tous. C'est bon? Je coupe?
يعطيكم الصحة. Merci. 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 Merci.